This podcast is brought to you by HEC Paris. Je vais vous présenter un peu ce qu'on a créé il y a maintenant 5-6 ans, qui s'appelle la filière innovation entrepreneur à l'Institut d'Optique, et dans l'esprit d'un moteur d'innovation, alors qui est centré sur notre domaine qui est la photonique. Donc je vais vous montrer, alors pour vous montrer comment ça marche, je suis obligé de revenir sur les spécificités de la photonique, c'est mon premier point. Je vous décrirai ensuite la filière en elle-même, et puis ses résultats d'aujourd'hui après 5 ans de vie. Juste 2-3 images pour vous faire rêver, mais vous connaissez certainement. La photonique, on la trouve partout, dans beaucoup de domaines. Et donc ça, c'est quelques exemples ici, en environnement, en énergie, etc. etc. Ici, c'est pareil, on les trouve, bien sûr, il y a la 3D, il y a aussi des composants qui sont cachés, qui sont tellement petits qu'on ne les voit pas, mais qui ont des fonctions très importantes. Les futures clés USB seront par connexion optique pour augmenter les débits. Donc il y a beaucoup de choses qui existent. C'est une science diffusante qu'on va trouver dans beaucoup d'endroits, y compris ceux qu'on n'imagine pas, et qui apportent énormément dans le domaine des capteurs, des mesures, etc. Donc je ne vais pas plus loin là-dessus, mais en tout cas c'est le cœur de métier de l'Institut d'Optique, et c'est parce que cette science-là est en pleine ébullition qu'on surfe là-dessus, en fait. On surfe sur la vague de la photonique, et ce qui nous permet d'alimenter en projet assez facilement notre filière innovation entrepreneur, en projet de création d'entreprise. Oui, voilà, donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la photonique a quelque chose de spécifique, c'est qu'il y a beaucoup de composants, j'appellerais ça une innovation à portée de main, dans le sens où beaucoup de composants de haute technologie sont disponibles. On peut en acheter sur catalogue, et on est un peu dans une gamme où on peut faire du Lego, et ce Lego-là est innovant. Alors évidemment, dans tout ça, il y a souvent un composant qui est encore plus innovant, qui va être le cœur du système, et que souvent les gens protègent. Mais c'est bien ça qui se trouve autour de la photonique, c'est qu'on peut faire du Lego et de la mise en... et de faire une fonction nouvelle très, très facilement. Il y a aussi dans l'état d'esprit des gens qui travaillent là-dedans quelque chose d'assez remarquable, c'est il y a une énorme proportion de PhD dans les gens qui travaillent dans le domaine de la photonique. Alors là, je parle évidemment au niveau international. La France, dans le domaine de la photonique, c'est une toute petite enclave, donc je le vois de façon plus générale. Et donc, en fait, l'état d'esprit est très proche entre la recherche et les gens qui travaillent dans ce domaine-là, dans les PME, dans les entreprises en général. Et donc, du coup, ça peut très bien transférer. Et les gens comprennent qui ils sont d'un côté et de l'autre. Et surtout, je dirais, les gens des entreprises du côté, par rapport aux chercheurs. Et question cycle de vie, cycle de développement des produits, c'est, je dirais, relativement court. Alors, tout est évidemment relatif, mais en quelques années, on peut réussir, en partant d'une idée, à faire un produit qui se vend et qui peut être industrialisé. Donc globalement, tout ça fait que l'innovation est à portée de main. Transformer une idée en activité économique, en photonique, c'est une opportunité à saisir. Et c'est ce qu'on fait. Et on fait ça d'autant mieux qu'en Ile-de-France, on a un potentiel qui est absolument gigantesque. Vous avez quelques chiffres ici qui montrent tout ce qu'on peut faire, tous les gens qui travaillent autour de la photonique. Alors nous, comment on s'y prend à l'Institut d'Optique, en fait? Donc il y a finalement c'est assez marrant, mais l'aspect startup in vitro présenté par Frédéric Hiselin, on va le retrouver ici un petit peu dans l'esprit. On a deux grands axes. D'un côté, on va former, puisque l'Institut d'Optique, c'est un établissement de formation, on forme des ingénieurs. Donc on va former des ingénieurs entrepreneurs par le concret. Donc ça, c'est le premier point de la filière innovation entrepreneur. Et puis on va faire mûrir des idées technologiques en les transformant en activité économique si c'est possible. Et c'est ces deux flux, en fait, qui vont générer de la dynamique dans cette filière spécifique. Donc si on l'inclut dans le processus de formation à l'Institut d'Optique, qui forme à Bac+5, donc j'ai mis ici les 3 années de l'école, et en fait la filière innovation entrepreneur, c'est l'une des 3 filières que les élèves peuvent suivre à partir de la 2e année. Et donc on a dédié, en plus, je dirais, dans le cursus global de la formation qui fait à peu près 2000 heures sur 3 ans, on a dédié une partie des heures à ça. Et ça représente en gros 500 heures sur 2 ans. Et donc, en termes d'effectifs, on est sur une quinzaine par an qui suivent cette filière, sachant qu'en gros, par promo, on a 90 à 100 élèves. Donc voilà, c'est là que le processus ressemble un peu à Startup in vitro dans l'idée. On va chercher, donc on a une démarche proactive, on va chercher les idées, et on va chercher nos élèves, on les sélectionne, et on mélange tout ça. Et le processus se passe sur 2 ans, 2e et 3e année du cycle d'ingénieur.
Donc là, l'échelle n'est pas du tout linéaire hein, parce que les phases sont différentes en fonction du démarrage. Donc au début, on va sélectionner, c'est la phase de sélection à la fois des idées et des futurs entrepreneurs. Typiquement, dans les flux, on prospecte en gros une vingtaine d'idées par an, on en sélectionne une dizaine, puis on fait rentrer tout ça là-dedans, et il va y en avoir à peu près 5 qui seront creusés effectivement par des élèves qui travaillent en gros par groupe de 3-4. Et puis, donc là, je dirais, c'est les phases du processus qu'on voit arriver progressivement. On en est, en fait, quand on arrive à la fin des 2 ans, en gros, on sait si l'opportunité a quelque chose à dire pour la suite, et si elle va pouvoir se transformer en activité économique ou pas. Et globalement, en fait, on n'est pas encore dans la phase de création. Souvent, on est avant ça. Bon, il y a des exceptions, il y a des gens en 3e année qui créent, mais globalement, on est avant les phases de création, et on a testé le modèle économique, validé les prototypes technologiques. Et donc c'est les 2 points qui sont essentiels dans le système, c'est que on va demander aux élèves de créer des maquettes qui vont convaincre. Donc toutes nos idées évidemment ont un cœur technologique avec des photos, avec de la lumière quelque part. Et le point vraiment important, c'est qu'on va les aider à concevoir une maquette qui va réussir à convaincre les gens, les futurs clients ou des futurs investissements. Et puis on leur demande évidemment de nous proposer un modèle qui tient la route. Alors après, voilà, ça suit les différentes possibilités. Et il y en a qui continuent, évidemment. Et je vais vous montrer ça après. Alors, en fait, c'est là, compte tenu de la journée, c'est là où j'ai centré mon discours. C'est où sont les clés de ce moteur d'innovation, parce que la filière innovation entrepreneur, on peut le voir comme ça, c'est un moteur d'innovation en photonique. Comment on s'y prend? Donc les clés, c'est d'abord la collection d'idées, la démarche active qu'on a. On utilise notre réseau. Nous, à la base, Institut d'optique, on est des chercheurs, des chercheurs, enseignants-chercheurs en photonique. On a un réseau de laboratoire, et on utilise le réseau aussi d'Optics Valley, qui est très, très actif dans le domaine de la photonique, pour nous aider à aller drainer des gens, dans nos connaissances, des gens qui ont des idées, des trucs dans les placards, dont ils ne servent pas. Et puis, j'ai l'idée de la FIE de donner ça à des jeunes, ça leur plaît, et donc ils viennent nous voir avec des idées. L'autre moteur, c'est évidemment l'énergie des jeunes, ça c'est évidemment important. Et le point clé, c'est qu'on les met dès le départ en position de porteur. Et donc ça, c'est un point essentiel pour leur motivation, évidemment, et aussi pour leur formation. Parce que, du coup, ils vont apprendre dans une version terrain. Et donc ça va s'imprimer bien plus que sur les bancs de l'école. L'accompagnement, c'est aussi un point clé, puisqu'on a un accompagnement assez, assez lourd, avec à la fois technologique et économique, entre 2 et 4 tuteurs suivant l'ampleur qu'on veut donner et la force qu'on veut donner ou la vitesse qu'on veut donner au projet. Et puis le dernier point, c'est l'environnement. Donc on a la chance d'avoir un bâtiment qui fait 6000 m², qui est complètement dédié à l'innovation en photonique. Et donc dans ce bâtiment, on accueille à la fois des jeunes entreprises du domaine, qui vont servir un peu de grands frères et de points de mire pour nos porteurs de projets. On accueille nos porteurs de projets, et puis il y a aussi des moyens technologiques pour réaliser les prototypes. Donc juste un petit bilan pour finir avant de passer la parole à Cécile Schmogrover sur le concret. Vous allez voir un exemple concret de réalisation. Donc on a démarré en 2006, alors le temps que la première promotion sorte, on a étudié en gros une 60aine d'idées, détectées, je dirais sans faire de démarche proactive d'open innovation. Enfin en gros on n'a pas de, tel qu'on l'a vu ce matin, on n'a pas de démarche très cadrée pour ça. Nous on y va, en amateur, on va chercher dans notre réseau, et pour l'instant ça marche et ça alimente pas mal. Les idées globalement, en plus de 20 étudiées. Des créations, il y en a. Alors évidemment, on est une petite institution, on crée entre 1 et 2 entreprises par an. C'est pas HEC, mais c'est significatif pour notre domaine de la photonique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'origine des idées. Donc les idées qu'on va drainer, il y en a à peu près autant qui viennent des entreprises que des labos. Et ça nous donne un équilibre intéressant dans ce qu'on fait, dans ce qu'on travaille. Et les étudiants aussi ont des idées, des bonnes idées, parce que pour avoir une bonne idée dans le domaine de la photonique, il faut la valider, on passe tout un tas de filtres. Et donc de plus en plus maintenant, nos étudiants ont des idées intéressantes qu'on valide et avec lesquelles ils peuvent se lancer. Voilà, donc alors, ça c'est toutes les idées qui ont été creusées. Mon objectif n'est pas de toutes les citer, mais plutôt de vous montrer la diversité du domaine de la photonique. C'est ça qui est intéressant, ça va dans tous les sens, et il y a une richesse, une fertilité de possibilités immenses dans ce domaine-là, et on le ressent quand vous lisez les différents thèmes. Alors je peux laisser 2 secondes la planche, mais
En gros, on sent les grands thèmes qui émergent aujourd'hui. Il y a le thème de l'éclairage, c'est un thème qui est en pleine révolution, hein. On ne s'en rend pas forcément compte. Enfin, vous savez que vous pouvez acheter des LED, mais c'est bien plus que ça, quoi. Et ça révolutionne complètement la manière de penser l'éclairage. Et il y a du coup des tonnes d'applications possibles. Cette année, donc, un de nos projets vient de gagner le concours émergence en niveau création pour un éclairage pour des musées. Les LED étant des choses qui ne chauffent pas, qui vont pouvoir éclairer les œuvres sans les abîmer. Et du coup, dans l'esprit développement durable, c'est intéressant, on consomme moins d'énergie, on abîme moins les œuvres. Donc il y a plein d'éléments comme ça. Donc on surfe sur toutes les nouveautés qui arrivent grâce à la photonique. Donc depuis, ça c'est le bilan plus général. Donc il y a des créations d'entreprises, c'est 1 à 2 par an. Et il y en a 3 sur les 7 qui commencent vraiment à décoller en faisant du chiffre. Ils font 300, bon, ils sont 5-6, ils font en gros 400 000 € par an, enfin en 2010, hein, ça évolue très très vite. On a été de nombreuses fois lauréat de concours, et en particulier du concours national de la création d'entreprise. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les diplômés donc, qui ont suivi cette filière. Ils sont reconnus pour avoir du vécu, et un vécu qui est un peu hors du commun par rapport à un diplômé normal, parce qu'ils se sont heurtés à beaucoup de difficultés, parfois avec des succès, mais aussi avec des échecs. Et ça a accéléré, je dirais, leur niveau de professionnalisme en sortant. Et ça, c'est reconnu par tout le monde, par les employeurs surtout. Donc voilà, vous avez les statistiques. Et donc on a en gros une vingtaine de pourcents d'élèves qui ont suivi cette filière qui sont effectivement entrepreneurs. Ça, c'est juste pour vous montrer quelques créations d'entreprises avec quelques exemples. La première concerne l'éclairage. Donc eux, ils ont créé en milieu de 3e année. Leur business était suffisamment avancé pour se lancer. Ils se sont lancés sur des études, et maintenant donc, ils sont 5, ils recrutent et ça avance pas mal. Ils sont reconnus au niveau international dans ce qu'ils font. Ici, donc à chaque fois les modèles sont différents. Là par exemple, ici, l'idée venait d'un chercheur de l'Institut d'optique sur l'éclairage, où il avait inventé un moyen d'éclairer avec des LED de façon spécifique. Dans le deuxième cas, l'idée venait d'une entreprise, et l'idée c'est de faire des mesures de vent de façon particulière. Ici, c'est aussi une idée d'entreprise avec des mesures de vent, mais à distance plus grande, pour orienter les pales de l'éolienne et optimiser son fonctionnement. Ça, c'est un truc intéressant aussi pour vous montrer l'aspect moteur et l'aspect proactivité. Donc, un ancien élève de la FIE, il est sorti de la FIE, il avait déjà un projet, il était prêt à le monter. Puis il a trouvé que le temps d'accès au marché était trop long. Donc il a dit, je vais changer de sujet. Et donc il est allé, dans la FIE, il y a un réseau de coachs, il y a un réseau de gens qu'on avait mis à sa disposition. Donc il a fait affaire en fait avec 2 autres personnes, et ils sont allés en fait discuter pas mal avec l'ONERA, et à partir de là, ils ont pu trouver un projet qui les intéressait, qui concerne l'analyse de la qualité de l'air. C'est un point qui va être très important dans les années à venir. Il va y avoir des normes européennes sur la qualité de l'air intérieur. Souvent, c'est plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur, il faut savoir ça. Et donc là, ils vont être super bien placés pour ça. Et c'est le cas d'une démarche vraiment proactive qui a été créée par la dynamique de la FIE. C'est un dispositif optique qui sont allés vraiment chercher à l'ONERA pour le valoriser. Donc ça, c'est un point aussi intéressant. Et puis, il y a Stereolabs. Donc je vous propose de vivre en direct le témoignage par Cécile Schmolgruber. Bonjour à tous. Donc, comme François l'a dit, j'ai créé Stereolabs il y a maintenant 1 an. Donc, j'ai eu la chance de faire partie de la première promotion de la FIE, donc à sa création. Et donc, avec une autre personne de la FIE, on a créé Stereolabs. Donc, ce que je vais faire, c'est rapidement présenter Stereolabs, puis après, je vais vous parler en fait du chemin qu'on a suivi pour arriver à la création de cette entreprise. Donc aujourd'hui, Stereolabs, c'est une entreprise spécialisée dans la vision 3D relief, donc pour les films en 3D. Et la mission de cette entreprise, c'est de révolutionner la production de contenu en 3D. Donc la raison pour laquelle on a essayé de travailler sur cette problématique, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez à la Fnac, chez Darty, vous voyez tous ces téléviseurs 3D. Vous avez aussi des chaînes 3D proposées par tous les opérateurs, mais il n'y a aucun contenu à diffuser. Et la raison pour laquelle il n'y a aucun contenu, c'est qu'aujourd'hui, ça coûte extrêmement cher de faire du contenu. Il y a très peu de producteurs qui se lancent là-dedans. Voilà, donc c'est ces contraintes financières qui sont dues à des contraintes techniques
font qu'il n'y a pas de contenu 3D aujourd'hui. Donc Stereolabs a mis au point en fait, des solutions qui sont utilisées pendant les tournages en 3D, qui vont d'abord réduire les surcoûts de production liés à la 3D de 80% en moyenne. Donc ça ramène en fait les coûts de production à quelque chose de semblable à la 2D. Et puis la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on garantit la qualité du contenu qui est généré. Et ça, c'est pour éviter à vous et moi d'avoir des maux de tête quand on regarde les films en 3D, donc c'est extrêmement important. Je vais revenir en fait au début parce que ce qui est intéressant, c'est que quand on était en FIO, on n'a pas du tout commencé sur cette problématique. On voulait en fait construire un endoscope médical qui permettait de voir en 3D l'intérieur du corps humain. Donc comment on a commencé sur ce projet, c'est qu'on a rencontré un professeur, le professeur Lermusio, qui est un professeur de chirurgie vasculaire, qui travaille donc, avec cette nouvelle technique qui est la célioscopie. Donc au lieu de vous ouvrir l'abdomen, on introduit simplement une caméra par le nombril, 2 instruments, et le chirurgien réalise son opération comme ça. Donc il y a énormément de bénéfices pour tout le monde, surtout le patient, mais aussi l'hôpital, l'assurance maladie, etc. Mais le problème, c'est que le chirurgien opère en regardant un téléviseur, donc en 2D. Et il n'a aucune notion de la profondeur du relief en fait, dans le corps humain. Et donc cette technique, elle ne s'applique que dans 15% des opérations. Donc c'est extrêmement dommage. Et donc nous, on a travaillé sur un endoscope qui permet de voir en 3 dimensions. Comme ça, on peut en fait démocratiser cette technique et la rendre en fait, voilà, beaucoup plus utilisée. Donc ce qu'on a fait pendant 2 ans au sein de la FIE, c'est justement travailler sur la faisabilité technique et économique de ce projet. Donc ça marchait bien, on travaillait en partenariat avec ce chirurgien, donc on pouvait tester nos solutions. Donc à la fin de la FIE, on avait une preuve du concept, c'est-à-dire qu'on a construit un premier prototype de l'endoscope qui a permis de mettre en évidence l'intérêt de la vision 3D en termes de rapidité et de précision d'exécution des gestes du chirurgien. Donc très bien, on sort de la FIE, on entre en incubation à Incubaliance pour continuer ce projet. On remporte le concours émergence d'Oseo. Et donc on commence à construire un prototype en fait, à échelle réelle. Et c'est là que ça devient un peu compliqué parce qu'on se rend compte vraiment de la difficulté de reconstruire tout ce système. Ça prend beaucoup de temps, ça prend plus d'argent que prévu. En même temps, on refait une étude de faisabilité économique. On se rend compte que c'est extrêmement dur d'entrer dans ce marché. Donc on arrive en fin d'année 2009 avec un projet hyper intéressant, mais on se rend compte que c'est extrêmement dur aussi pour 4 jeunes de mener un tel projet. Et puis entre-temps, quand on construisait cette caméra 3D, on s'est rendu compte des problématiques en fait. On se rendait compte que l'image n'était pas confortable à regarder, donc voilà, on avait cet inconfort visuel. Donc entre-temps, on a développé un logiciel qui permettait de corriger tous ces défauts en temps réel, parce que normalement, c'était utilisé par les chirurgiens. Et donc, à la fin 2009, on a cette grosse remise en question. Qu'est-ce qu'on a ? On a un prototype qui n'est pas fini et qu'on ne pourra pas finir parce qu'on n'a pas d'argent. On a ce logiciel d'affichage qui marche pas mal, et puis on a remporté encore un concours, donc on a 10 000 €. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se focaliser sur ce logiciel, en fait, et on va le vendre directement à des sociétés qui proposent des caméras et qui peut-être veulent faire des caméras en 3D. Donc nous, on fournirait le logiciel. Donc voilà, c'est une période un peu bancale. On discute bien sûr avec l'Institut, etc., pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis il y a Avatar qui sort fin 2009. Donc un énorme succès. Et on ne se rend pas compte du changement que ça a fait, parce que ça a complètement changé la perception de la vision 3D du grand public. Les gens s'habituent à voir en 3D, les gens s'habituent à mettre des lunettes. Et puis qu'est-ce qu'on a ? On a des sociétés qui viennent directement nous voir, des sociétés de production du visuel qui nous disent « Ah, mais ce logiciel m'intéresse énormément parce que ça me coûte très cher aujourd'hui de faire de la 3D et que j'ai toujours des défauts dus en fait à mes caméras 3D qui en fait dégradent l'image après quand je la regarde. » Donc on travaille là-dessus. Donc nous, au début, on travaillait sur des webcams, donc vraiment des résolutions assez médiocres. Donc on accélère le développement, on travaille sur des images de haute résolution, de plus haute fréquence. En même temps, Incubaliance nous met en contact avec le CEA qui nous dit, voilà, il travaille sur ces problématiques de traitement d'image depuis pas mal de temps. Donc pendant un an, on a discuté avec le CEA pour aboutir en fait à un laboratoire commun pour proposer aujourd'hui aux sociétés de production audiovisuelle ce logiciel. Donc aujourd'hui, le premier client, c'était SFR dans son studio, donc on a filmé un concert en 3D. Aujourd'hui, la 3D, c'est un marché mondial, hein, donc on a très peu de clients en France, mais plutôt en Corée, aux États-Unis, en Angleterre. On va tourner notre premier match en 3D à Londres bientôt.
Aujourd'hui, on travaille sur une levée de fonds et puis une installation aux États-Unis, à Los Angeles, parce que tout se passe là-bas. Donc voilà, le chemin n'était pas du tout direct, mais voilà, ça nous a permis d'arriver à quelque chose qu'on aime beaucoup aujourd'hui et qui est assez prometteur. Voilà. Please visit us at www.agc.edu.